Romuald Foncois, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature francophone à Sorbonne Université. Vous dirigez l'UFR de littérature française et comparée et vous dirigez aussi le CIEF, le Centre international d'études francophones. Pouvez-vous nous dire quelles sont là ou les différences entre la littérature française et la ou les littératures francophones? Traditionnellement, on estime que les littératures francophones sont des littératures qui sont pratiquées en français hors de France, c'est-à-dire hors de la métropole française, et que les littératures françaises ou la littérature française, au choix, serait une discipline qui se ferait à partir de la période moderne, c'est-à-dire le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle, et maintenant le XXIe siècle français. Cette répartition est une répartition qui a duré jusqu'à ces dernières années. Depuis, on y est revenu un tout petit peu en estimant que dans la littérature française, on peut inclure aussi la littérature francophone en France et qu'à l'étranger, en particulier aux États-Unis, les littératures francophones englobent la littérature française. Et donc du coup, entre les deux définitions, en fonction du lieu, l'Europe ou les États-Unis, la France métropolitaine ou l'étranger, la littérature française comprend la littérature francophone ou la littérature francophone comprend la littérature française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les auteurs francophones sont si peu étudiés à l'école? Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait davantage ouvrir l'étude des textes littéraires francophones dès le secondaire aux élèves? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des résistances à ça? On pense en général que la France résiste aux littératures francophones parce qu'on ne les voit pas toujours dans les salles de classe, parce qu'on ne les voit pas toujours en librairie, parce qu'on ne les voit pas toujours dans la rue, alors qu'il me semble que ce n'est pas aussi vrai que ça, en fait. Dès les classes de 6e, 5e, 4e, à travers des programmes qui sont des programmes d'initiation au conte, on trouve déjà des auteurs qui sont des auteurs francophones et depuis très très longtemps. Le Panier Noir, par exemple, de Birago Diop, c'est un texte qui a été mis au programme assez rapidement en France pour les classes de 5e et de 4e. Et quand on regarde dans les programmes qui sont des programmes de classe, qui sont des classes un peu plus élevées, la classe de seconde par exemple, où il y a des programmes qui sont des programmes libres, on trouve des romans qui sont des romans francophones. Mais il faudrait également savoir que la francophonie, ce n'est pas que la France. La francophonie, c'est aussi le Canada. La francophonie, c'est surtout le Québec. Alors au Québec, on ne trouve pas d'auteurs français. En revanche, dans les programmes, on ne trouve que des auteurs québécois. Et donc pendant très très longtemps, l'enseignement de la littérature se fait en général au Québec grâce à des textes qui sont des textes francophones du Québec. Donc les textes nationaux sont au programme des œuvres d'enseignement du français dans un pays comme le Canada et en particulier le Québec. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'enseignement des textes francophones dans les classes du secondaire est un enseignement qui n'est peut-être pas aussi absent que cela. En revanche, dans les universités, oui, depuis très longtemps, on enseigne en fait les textes francophones. Il se trouve simplement que ceux qui ont initié l'enseignement des textes francophones au départ n'étaient pas spécialistes de francophonie, qu'ils le faisaient avec une bonne conscience de la découverte que pouvaient apporter aux élèves, découverte culturelle que pouvaient apporter aux élèves des textes qui venaient d'ailleurs, et que petit à petit s'est imposé, en France en particulier, mais surtout à l'étranger, l'idée que l'enseignement des littératures francophones était un enseignement nécessaire à la connaissance des Français, pas seulement à la connaissance du français, mais également à la connaissance des cultures, et qui sont nées précisément de la présence de la France hors de métropole, la présence de la France hors de l'Hexagone. Donc cette présence-là est une présence qui, de toute façon, a dû être enseignée aussi du point de vue de l'histoire de la France, comme du point de vue de l'histoire des territoires qui n'étaient pas auparavant des territoires français. À cela, il faudrait rajouter un élément qui est un élément important, à savoir que la francophonie est aussi présente en Europe. En Belgique, en Suisse, par exemple, ou bien au Luxembourg, et que la plupart de ces pays sont également des pays où on enseigne des textes francophones, aussi bien à l'école primaire, au secondaire,
qu'à l'université, sans que cela ne pose véritablement de problème, quelles que soient d'ailleurs les régions linguistiques de cet enseignement, que ce soit par exemple en Suisse dans les régions qui sont des régions germanophones, ou bien que ce soit en Belgique dans les régions qui sont des régions flamandes, et qu'au fond, dans toutes ces régions-là, on enseigne aussi la littérature de langue française. Pourquoi? Parce que le français a cette grande qualité d'avoir rayonné partout dans le monde à un certain moment donné. Ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais il faudrait le savoir. Alors pour rester en France, quels sont selon vous les auteurs de littérature francophone les plus étudiés aujourd'hui à l'université? Je ne sais pas s'il y a des auteurs les plus étudiés, mais aujourd'hui à l'université, je dirais que globalement, la plupart des auteurs francophones qui sont étudiés sont des auteurs du XXe siècle. Et on oublie qu'il y a eu une francophonie au XIXe, qu'il y en a une au XVIIIe, qu'il y en a même une au XVIIe. Le XVIIe et le XVIIIe à cause du Québec, bien sûr, puisque je rappelle que c'est quand même la première grande colonie française à l'étranger. Et même si c'était des arpents de neige, pour reprendre l'expression convenue, c'était bien des régions où l'on a parlé français à un certain moment donné, où il y a eu une littérature, que cette littérature-là s'enseigne comme telle à travers les siècles 18e, 19e au Québec. En France, il y a un enseignement de littérature québécoise qui se fait à Paris 3, par exemple. Il y a même un grand centre d'études québécoises, avec une grande bibliothèque à Paris 3, qui est la bibliothèque Gaston Miron, et où on retrouve tous les textes qui sont des textes des siècles précédents. Mais en ce qui concerne ce que je peux appeler la francophonie la plus courue, c'est-à-dire la francophonie d'Afrique noire, du Maghreb ou des Antilles, c'est plutôt des textes qui sont des textes du XXe et du XXIe siècle. Et il se trouve en plus que ces littératures-là aujourd'hui sont des littératures dynamiques. Très dynamique si on regarde simplement la production qui est la production récente de la rentrée littéraire. Ces auteurs-là sont des auteurs qui produisent assez régulièrement, et ces œuvres qui sont produites assez régulièrement entrent dans les enseignements qui sont des enseignements à l'université. Par exemple, dans un de mes programmes de cours cette année, je veux mettre une œuvre qui est parue il y a 3 mois. Et c'est laquelle? C'est l'œuvre de Gauze, qui est un écrivain ivoirien. Celui qui a publié un texte qui est assez intéressant, qui s'appelle Debout Pays, et qui raconte l'histoire d'un vigile qui, au fond, s'amuse à travailler dans tous les supermarchés de France et de Navarre, d'où le terme qui est utilisé en Côte d'Ivoire pour désigner le vigile, c'est quelqu'un qui travaille debout payé. Donc voilà, c'est sa fonction. Alors évidemment, un texte comme celui-là nécessite une bonne connaissance qui est une bonne connaissance de la culture, une bonne connaissance qui est celle de l'histoire, mais également une bonne connaissance qui est celle de l'auteur, c'est du contemporain. Et l'avantage de travailler sur ce texte-là, c'est de travailler sur l'extrême contemporain, ici et maintenant. Et je pense que c'est assez intéressant aussi. À cela, il faudrait rajouter le fait que de plus en plus, la littérature francophone s'ouvre à ce qu'on peut appeler la banlieue française, autre lieu justement de production des littératures francophones. On a fini par oublier quand même qu'il y a dans la banlieue française des écrivains, il y en a beaucoup, avec un certain nombre de productions qui sont des productions régulières, avec des auteurs que l'on ne connaît pas toujours. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns? Je dirais de Abdel Malik, par exemple, le chanteur, qui lui est un grand écrivain. Mais pour moi, c'est un écrivain francophone. Il y a bien sûr cette autre francophonie-là, qui est une francophonie interne à la société française et qui est due précisément à des écrivains qui ont une origine, comme on dit, qui n'est pas française. Bon, je mets origine avec beaucoup de guillemets, qui n'est pas française, mais qui produisent une culture qui est intéressante en ce qu'elle conjoint et les cultures des pays d'origine et les cultures justement du pays d'accueil. Et cette culture-là qu'on appelle aujourd'hui culture de la banlieue n'en est pas moins française, qu'on le veuille ou non. Ah, tout à fait. Elle n'en est pas moins francophone non plus. Donc on voit qu'il y a là en fait une sorte de passerelle que la littérature gagnerait, bien sûr, n'est-ce pas, à montrer aux étudiants. D'accord. Alors, est-ce que selon vous, il y aurait des champs qui seraient inexplorés dans la littérature francophone, dans lesquels on pourrait étudier davantage, qu'on pourrait davantage explorer? Je ne sais pas s'il y a des champs qui sont inexplorés, mais je pense qu'il y a plutôt des champs qui hier étaient vivants et qui ont un tout petit peu disparu. Par exemple, le champ littéraire vietnamien. Pendant très longtemps, dans les années 30, 40, 50, le champ littéraire vietnamien était absolument dynamique. Parce qu'un certain nombre d'auteurs de ces régions parlaient français, aussi. parce qu'ils étaient venus en France, parce qu'ils vivaient dans la société française de l'époque, parce que leur pays était complètement lié à la 4e République, à la Fédération des États de l'Asie. Et donc il y avait un dynamisme de la langue française qui, malheureusement, avec les indépendances,
avec les dictatures, ont un peu disparu. Et aujourd'hui, il y a très peu d'écrivains vietnamiens, par exemple, contemporains qui vivraient au Vietnam. On peut dire la même chose avec les écrivains cambodgiens, par exemple, qui hier parlaient français et qui aujourd'hui ne le parlent plus. Mais quand on regarde très bien, on s'aperçoit que malgré tout, il y a comme une sorte de recrudescence de ces littératures hors de ces régions d'origine, et en particulier aux États-Unis ou bien au Canada. Au Canada, aujourd'hui, on trouve des écrivains qui sont des écrivains d'origine vietnamienne. Anna Moy, par exemple, qui écrit Riz Noir et qui, en fait... En français. En français, oui. Donc la littérature francophone s'est exportée aux États-Unis en quelque sorte. Oui, elle s'est exportée complètement, ou plutôt elle renaît. Avec une présence qui est une présence américaine. Elle ne renaît pas toujours avec une présence qui est une présence française, mais elle renaît quand même avec cette présence-là hors des territoires d'origine. Mais on peut faire la même remarque à propos des écrivains chinois de langue française. Gao Ziyang, par exemple, qui est le prix Nobel, on a découvert en France, quand il a reçu le prix Nobel, qu'il vivait en région parisienne. Et qu'au fond, ça faisait très longtemps qu'il était là et qu'il écrivait en français, directement en français. Et donc, il écrit directement en français, directement en chinois, mais il écrivait directement en français. Et je ne dis rien de François Chang, qui est un écrivain français d'origine chinoise et qui est académicien. Donc on voit bien qu'il y a un dynamisme de ces littératures que l'on n'espérait pas du tout dans ces régions-là. Et on peut faire la même chose à propos, bien sûr, n'est-ce pas, des écrivains francophones d'origine syrienne ou bien d'origine afghane. Et on finit quand même par oublier que les déplacements des individus conduit à l'appropriation des langues, et que cette appropriation des langues peut conduire justement à la production de la littérature, sans que forcément les individus en soi viennent des régions qui sont des régions de langue française. Est-ce que vous pensez que la littérature francophone, enfin les littératures francophones, puisqu'on a vu qu'elles étaient multiples, pourraient davantage être promues en France, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Pendant un moment de ma vie, j'étais le secrétaire général de l'ADPF, l'Association pour la diffusion de la pensée française. Et cette association qui était liée au ministère des Affaires étrangères avait pour mission de permettre la diffusion du livre français à l'étranger. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup diffusé en fait la littérature francophone. C'était même un des buts en fait de l'association. Et cette fonction m'a permis de comprendre qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est vraiment diffusée en fait, la littérature francophone. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, une seule manifestation littéraire ne puisse être organisée sans qu'il y ait une présence des écrivains francophones. Cela se voit par exemple au Salon du Livre de Paris, mais cela s'est vu par exemple au Salon du Livre de Francfort, où presque toujours les littératures francophones sont mises en avant, les auteurs francophones sont soutenus. C'est d'autant plus vrai que l'une des missions que s'est donnée l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, c'est la promotion justement de la francophonie. Il a décidé de mettre des moyens financiers dans la promotion justement de la francophonie, parce que cette promotion de la francophonie est dans son esprit une promotion de la langue française à l'étranger d'abord, mais cette promotion de la langue française à l'étranger, que ce soit une promotion culturelle ou économique, passe également par un soutien à la littérature qui est une littérature de langue française, donc passe par un soutien aux auteurs francophones. Alors une dernière question peut-être, on entend beaucoup parler d'études postcoloniales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la littérature francophone participe des études postcoloniales, si c'est le cas? Les études postcoloniales sont nées d'abord dans les territoires anglo-saxons et en raison de l'histoire particulière justement de la Grande-Bretagne ou alors du Royaume-Uni. Parce que l'Angleterre, ou plutôt la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni est un vaste territoire qui, pendant longtemps, s'est administré en laissant à chacun de ces pays qui l'a composé les moyens de s'administrer lui-même. Et donc, du coup, il y a comme une sorte de liberté qui a soufflé dans les pays anglo-saxons et qui a permis que soit produit dans ces différents pays qui constituent le Commonwealth un certain nombre de discours qui sont des discours de reconnaissance de leur propre histoire. Ou d'une certaine façon, une sorte de reconnaissance de l'importance que les pays du Commonwealth avaient eue par rapport à l'histoire de la Grande-Bretagne,
que ces pays soient l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Inde. Et donc, dans la contribution des pays coloniaux sur le pays colonisateur a été revendiquée. C'est de là que viennent les études dites post-coloniales. C'est-à-dire qu'au fond, à la fin de la période dite de la colonisation, on essaie de faire le bilan. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'est joué durant la colonisation, à savoir une interpénétration de la société colonisante par les sociétés colonisées. Alors qu'avant, on croyait toujours que c'était l'inverse. On croyait que c'est voilà, le colonisateur qui apportait sa culture, sa langue, son histoire, etc. aux autres. On s'est aperçu qu'en fait, c'était faux complètement. Non, elle a été... c'est comme la colonisation romaine, bien sûr, n'est-ce pas, en Grèce. Hein, c'est qu'en gros, Rome a ramené en Grèce la culture grecque. Hein, et que Rome a ramené, pardon, Rome la culture grecque, et qu'à partir de là, les Anglais ont peut-être ramené en Angleterre une culture qui était une culture indienne. Ils ont ramené peut-être en Angleterre une culture qui est une culture africaine. Et ce n'est pas simplement l'Angleterre qui s'est déplacée. Mais cette réflexion-là était si intense dans les domaines anglais qu'elle a commencé à s'aimer aussi dans le domaine français, avec une énorme résistance, parce que la colonisation française n'a jamais admis l'idée que la France pouvait être envahie par le colonisé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit très très bien les discours aller autour de l'immigration sont toujours des discours qui sont autour de l'envahissement. On ne voudrait pas être envahi par l'autre. C'est quand même la réalité de ce qui se produit. C'est que, ou alors il ne fallait pas faire la colonisation. Donc, le colonisé a influencé d'une certaine façon le fonctionnement de la société colonisante. Et les sociétés colonisées ont en quelque sorte colonisé à leur tour la société française, et on le voit très bien, par exemple, dans la langue française. On le voit très bien dans les mots, on le voit très bien dans la littérature, ce qui nous intéresse ici, mais on le voit aussi dans la manière par laquelle on peut repenser les sociétés métropolitaines. Et alors, on peut les repenser en fonction, justement, du regard, qui est le regard de l'autre. Donc c'est une interpénétration, en fait, des domaines linguistiques et aussi de la culture et de la façon de penser, et qui doit être encore pensée. Je dis que c'est en quoi la présence de l'autre aide à décaler la pensée du centre. Toute la pensée postcoloniale vise à cela, à rappeler qu'au fond, il y a peut-être à comprendre le centre à partir d'un autre point de vue. À comprendre ce qui se construit dans le centre à partir de la pensée de l'autre. Mais en fait, les études postcoloniales sont des études françaises. Hein. On finit par l'oublier, c'est-à-dire qu'au fond, les grands auteurs qui sont les grands auteurs postcoloniaux, enfin, les auteurs qui ont fondé les études postcoloniales, si ces auteurs-là sont anglais, leurs références sont des références françaises. C'est le XVIIIe siècle français. C'est toute la manière par laquelle un certain nombre de voyageurs ont montré que l'autre devait être pris en compte dans la pensée occidentale. C'est la manière par laquelle un certain nombre de ce qu'on appelle la French philosophie, où la French Theory a essayé de penser l'autre. Et donc, d'une certaine façon, dire que l'autre doit être pris en compte dans la pensée du centre, c'est effectivement repenser Montaigne. D'une certaine manière. C'est en fait repenser l'importance du relativisme. C'est quand même ça. Toute la pensée de Montaigne, c'est, écoutez, nous ne sommes pas les seuls peuples au monde. Hein. Pensez qu'il y a quand même les Indiens. Et que quand les Indiens nous regardent, ils ne pensent pas la même chose que nous de nous. Donc peut-être qu'en les regardant un peu, on peut savoir comment nous allons nous penser. Mais toute cette manière de penser, si j'ose dire, est à l'origine finalement de l'importance que va prendre un peu plus tard le postcolonial, étant entendu que précisément le postcolonial vient avec la colonisation. La seule présence de l'Europe dans les sociétés colonisées a engendré le postcolonial. C'est-à-dire qu'on ne peut plus repenser le monde comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Donc ça remonte quand même à la philosophie française, ça remonte aux penseurs français, ça remonte au XVIe siècle, d'abord le relativisme, puis le XVIIIe siècle français. Ce sont peut-être des siècles qui s'entendraient bien avec la francophonie. Je suis un crypto-18e, puisque j'ai publié un texte, n'est-ce pas, sur un récit d'un voyageur français qui avait à sa disposition une troupe de nègres, ce qui est assez intéressant, on est quand même au XVIIIe siècle. C'est le philosophe nègre et le secret des Grecs, donc de Mayol. Alors, ce texte-là est un texte qui est absolument génial, mais vraiment génial. C'est un nègre, oui, qui arrive en France et qui crée une compagnie. Une compagnie, justement, n'est-ce pas, une armée de tirailleurs, déjà, à l'époque, on est quand même à la fin du XVIIIe. Alors on mettra sur le site, justement, toutes les références dont on parle actuellement.
Donc, est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur justement ce qui est fait au CELF, donc au Centre de littérature française, en ce qui concerne les études francophones? Oui, moi je pense qu'en fait l'un des avantages en fait, de la création du CELF et de son extension, c'est le seul centre en France qui fonctionne comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je suis arrivé il y a quelques années et que ce projet a été initié, je n'ai pas hésité un seul instant à aller de ce côté-là, parce que précisément cela montrait que les littératures françaises étaient des littératures diverses. Il y en a plusieurs, elles sont un peu partout. Elles sont évidemment pensables en siècle, hein, du 16e au 21e, elles sont également pensables en région géographique. Et voilà, on a des découpages séculaires Voilà. d'un côté, Et les géographiques géographiques de l'autre. Donc en fait, on peut très bien combiner les deux. Et pour faire la promotion de mon cours de licence, qui est un cours d'initiation à la francophonie, bah, il n'y a que deux façons de penser la francophonie. D'un côté, c'est l'histoire, de l'autre, c'est la géographie. Tant qu'on ne combine pas les deux, on ne comprend rien du tout. Mais pendant longtemps, on a fait comme s'il n'y avait que l'histoire qui permettait de penser la littérature en France. Or, c'est faux. Il faudrait également penser, y compris dans la littérature française, l'importance de la géographie. Et je crois que c'est assez intéressant de ce point de vue. Et donc le CELF a une importance à mes yeux parce qu'il réunit toutes les littératures de langue française. Et d'ailleurs, le Centre d'études de la langue et des littératures, c'est quand même ça son nom, vise précisément à dire que toutes ces littératures-là sont des littératures qui sont produites dans une seule langue, qui est la langue française, même si celle-ci est diverse dans ses expressions, dans ses productions, dans ses conceptions, dans ses réalisations. Et c'est au fond sortir de cette sorte de nationalisme du français, sortir de cette sorte d'étatisme du français, sortir de cette sorte de nombrilisme du français, ou bien du métropolocentrisme, de sanctuarisation, mais pour montrer au fond la langue est sans doute beaucoup plus importante que cette centralisation-là, précisément parce qu'elle est universelle. Valfoncois, merci d'avoir participé à cet entretien. Nous retrouverons la vidéo sur le site internet de Sorbonne Université et du CELF.